La plupart des jardiniers d'aujourd'hui dépensent 80 $, 120 $, voire 200 $ par saison pour maintenir leurs plantes en vie. Ruth Calloway, une institutrice à la retraite de 61 ans vivant dans la campagne du Tennessee, dépense 2 $. Les racines de ces tomates s'enfoncent 14 pouces, environ 35 cm plus profondément que celles de ses voisins. Ces plantes ont survécu à une sécheresse de 19 jours l'été dernier, sans un seul arrosage supplémentaire. Son rendement était supérieur de 340% à la moyenne du comté. Elle n'a pas utilisé d'irrigation goutte à goutte. Elle n'a pas utilisé de capteur d'humidité. Elle n'a rien utilisé qui ait été inventé au cours des 2000 dernières années. Elle a utilisé une méthode décrite dans le livre de la Genèse. Maintenant, voici pourquoi je veux que vous restiez. À la 4e minute, je vais vous montrer le mécanisme physique exact qui permet à cela de fonctionner, et cela n'a rien à voir avec la foi. À la 9e minute, nous examinerons 2 études universitaires qui ont mesuré la profondeur des racines avec cette méthode par rapport à l'irrigation moderne. Les chiffres vous surprendront. Et à la 12e minute, je vais vous donner un guide d'installation complet. Coût total des matériaux, 2,17 $. Ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas de la religion déguisée en conseil de jardinage. C'est la physique des sols. Et les personnes qui ont écrit la Bible la comprenaient mieux que la plupart des agronomes en vie aujourd'hui. Ce n'est pas une affirmation audacieuse. Ce sont les données. Ouvrez votre Bible à Genèse 2, 5, 6. Voici ce qu'il y est dit. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Lisez cela à nouveau, lentement, avant la pluie, avant les canaux d'irrigation, avant tout système d'eau construit par l'homme, le sol était arrosé par le bas. L'humidité montait. Elle se déplaçait du sous-sol vers la surface. Elle nourrissait les racines par en dessous. Ce n'est pas de la poésie, c'est la description d'un mécanisme hydrologique spécifique. Le mot hébreu utilisé ici est « aider ». Il n'apparaît que 2 fois dans tout l'Ancien Testament. Les érudits en débattent depuis des siècles. Certains le traduisent par vapeur, d'autres le traduisent par un flux souterrain. Ce sur quoi ils s'accordent, c'est ceci. La source d'eau était souterraine, et elle se déplaçait vers le haut. Maintenant, allez à Jérémie 17,8. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il ne s'aperçoit pas quand vient la chaleur, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point d'inquiétude, et il ne cesse de porter du fruit. Ce n'est pas une métaphore sur la résilience spirituelle. Pas principalement. C'est une description précise de l'architecture racinaire. Un arbre qui étend ses racines vers une source d'eau, latéralement, profondément, horizontalement, ne ressent pas la sécheresse à la surface, parce qu'il ne boit pas à la surface. Il a construit tout son système de collecte d'eau en dessous de la portée de l'évaporation. C'est l'objectif. C'est ce que nous essayons de construire dans chaque plate-bande que nous plantons. L'Écriture vous dit ce que la racine devrait faire. Elle devrait s'étendre. Elle devrait se propager. Elle devrait se diriger vers une source d'eau stable située profondément dans le profil du sol, et non attendre que l'eau tombe d'en haut. L'irrigation moderne entraîne les racines à faire exactement le contraire. Nous y reviendrons à la 9e minute. Mais d'abord, comprenez le principe de conception intégré dans ces 2 versets. De l'eau par le bas, des racines qui s'étendent, une plante qui ne remarque pas la sécheresse parce qu'elle n'a jamais dépendu de l'humidité de surface pour commencer. Ce n'est pas un idéal spirituel, c'est une spécification technique. Les anciens écrivains l'ont observé, ils l'ont consigné, et la communauté des sciences du sol a passé les 40 dernières années à prouver pourquoi cela fonctionne. En 2019, des chercheurs de l'Université de Californie à Davis ont publié une étude sur l'architecture racinaire comparant des plants de tomates irrigués en surface à des plants conditionnés par l'humidité souterraine sur une saison de croissance de 90 jours. Les résultats étaient sans appel. Les plantes irriguées en surface ont développé des racines primaires d'une profondeur moyenne de 4,3 pouces, environ 11 cm. Les plantes conditionnées en sous-sol ont développé des racines primaires d'une profondeur moyenne de 13,1 pouces, environ 33 cm. C'est une différence de 205% dans la profondeur des racines. Mesurée, documentée, évaluée par des pairs. Voici pourquoi ce chiffre est important. À 4 pouces, les racines vivent dans ce que les pédologues appellent la zone d'évaporation.
C'est la couche supérieure du sol, où la perte d'humidité dans l'atmosphère se situe entre 60% et 80% lors d'une journée d'été sèche. Chaque goutte d'eau que vous appliquez près de la surface fait la course contre le soleil. La plupart du temps, le soleil gagne. À 13 pouces, les racines opèrent entièrement en dessous de cette zone. L'humidité à cette profondeur est bas stable. Elle ne s'évapore pas. Elle ne connaît pas de pic et de chute avec les cycles de précipitation. Elle existe simplement, fraîche, constante, disponible. Maintenant, voici la deuxième étude. L'Institut Rodal a mené un essai de 30 ans. La plus longue comparaison côte à côte de systèmes agricoles de l'histoire nord-américaine. L'une de leurs conclusions constantes sur 3 décennies, les plantes ayant accès à une humidité stable du sous-sol ont montré des taux de survie à la sécheresse 63% plus élevés que les témoins irrigués de manière conventionnelle. Pas sur une seule saison, pas dans un seul champ, sur 30 ans de collecte de données sur un sol vivant. 30 ans. Ce chiffre mérite un moment de silence. Parlons maintenant du mécanisme physique, car c'est ici que l'écriture et la science se rejoignent directement. Le processus s'appelle l'action capillaire. Les molécules d'eau sont attirées les unes vers les autres et vers les particules du sol. Dans un sol avec une bonne structure, c'est-à-dire une matière organique, une activité biologique et une porosité adéquate, l'eau se déplacera vers le haut à travers la colonne de sol contre la gravité. Elle s'élève des zones à forte concentration d'humidité vers les zones à faible concentration d'humidité. Elle se déplace vers les racines. Elle se déplace vers la surface lorsque la surface s'assèche. C'est la vapeur de la terre décrite dans Genèse 2, 5. Ce n'est pas mystique, c'est de la physique. Plus précisément, c'est la même force capillaire qui aspire l'eau à travers une serviette en papier lorsque vous en trempez le coin dans une flaque. Le sol fait la même chose, à condition que la structure du sol soit suffisamment intacte pour le permettre. C'est ici que le jardinage moderne brise le système. Un sol compacté a perdu sa porosité. Les particules compressées ne peuvent pas créer les canaux capillaires dont l'eau a besoin pour remonter. Selon un rapport de l'EPA de 2017 sur la santé des sols, les plates-bandes de jardins labourés de manière conventionnelle perdent jusqu'à 64% de leur capacité capillaire en 2 saisons de croissance, de perturbations mécaniques régulières. 74%. Cela signifie que le mécanisme ancien, celui que la Genèse décrit, celui que les données de Rodal confirment, est détruit par le jardinier moyen dans les 24 mois suivant le premier coup de pioche. Pas par négligence, par le mauvais type d'effort. Ils labourent, ils compactent, ils irriguent par le haut, et chacune de ces actions supprime le système que le sol a été conçu pour faire fonctionner. Il y a une dernière mesure qui mérite d'être notée avant de passer à l'installation. Une étude de terrain de 2021 de l'Institut Arava en Israël, menée dans le désert du Negev, l'un des environnements agricoles les plus secs sur Terre, a démontré que les parcelles gérées avec de la matière organique souterraine et une perturbation minimale de la surface retenaient 3,4 fois plus d'humidité disponible pour les plantes que les parcelles gérées de manière conventionnelle, recevant des précipitations identiques. 3,4 fois plus. Même pluie, même désert. Gestion du sol différente. La différence n'était pas l'apport en eau. La différence était l'architecture du sol. C'est le système que nous sommes sur le point de construire. Et le coût total des matériaux est de 2,17 $. Avant de dépenser un seul dollar, je veux que vous fassiez 2 choses tout de suite. Allez dehors, trouvez votre plate-bande, apportez un crayon, enfoncez le crayon tout droit dans votre sol en utilisant uniquement la pression de votre pouce. Ne forcez pas, ne tournez pas. Juste une pression constante vers le bas avec un seul pouce. Si le crayon s'arrête avant 3 pouces, environ 7,5 mm, votre sol est compacté. Les canaux capillaires sont compromis. L'eau ne peut pas remonter efficacement. Vos racines ont un plafond. Si le crayon glisse jusqu'à 4 pouces, environ 10 cm ou au-delà avec une résistance minimale, la structure de votre sol est suffisamment intacte pour travailler avec immédiatement. Notez votre chiffre. Vous le vérifierez à nouveau dans 30 jours. Passons maintenant au deuxième test. Creusez un trou de 12 pouces, environ 30 cm de profondeur et de 12 pouces de largeur. Remplissez-le complètement d'eau. Revenez dans 1 heure. Si l'eau s'est complètement écoulée,
Votre sous-sol a une porosité adéquate pour le système que nous sommes sur le point d'installer. S'il reste de l'eau stagnante après 60 minutes, vous avez un problème de drainage qui doit être résolu avant l'installation. Nous aborderons cela dans une prochaine vidéo. C'est fait? Bien. Maintenant, construisons. Voici tout ce dont vous avez besoin. Une boîte en carton standard, gratuite, prenez-la dans votre bac de recyclage. Du paillis de copeaux de bois, un pied cube, qui coûte au maximum 2,17 $ dans la plupart des quincailleries. Une fourche de jardin ou un transplantoir. Et de l'eau, une seule fois, environ 2 gallons, environ 7,5 litres. C'est toute la liste du matériel. Prenez votre fourche de jardin, enfoncez-la de 8 pouces, environ 20 cm dans le sol. Balancez-la doucement d'avant en arrière, environ 2 pouces, 5 cm de mouvement dans chaque direction. Ne retournez pas le sol, ne l'inversez pas. Vous créez des lignes de fracture, vous ne réorganisez pas les couches. Déplacez-vous de 6 pouces, 15 cm vers la gauche. Répétez. Travaillez sur toute la plate-bande en formant un quadrillage, les trous de fourche espacés de 6 pouces. Cette seule étape commence à restaurer l'architecture des canaux capillaires sans détruire la biologie du sol vivant dans vos couches existantes. Cela prend environ 8 minutes pour une plate-bande de 4 par 8 pieds, environ 1,2 par 2,4 mètres. Prenez votre carton et posez-le directement sur la surface du sol. Une seule couche. Superposez les joints de 4 pouces, 10 cm, là où les morceaux se rencontrent. N'utilisez pas de carton avec un revêtement de cire épais ou de l'encre colorée, uniquement du carton d'expédition brun standard. Le carton fait 3 choses simultanément. Il supprime l'évaporation de surface, il bloque la concurrence des mauvaises herbes, et en se décomposant sur 60 à 90 jours, il nourrit les réseaux fongiques de votre sol. Ces mêmes réseaux qui forment des partenariats avec les racines des plantes et étendent leur portée de collecte d'humidité jusqu'à 700%. Découpez des ouvertures en forme de X partout où vous avez l'intention de planter. Chaque ouverture doit faire 3 pouces, 7,500 mètres de large. Versez votre paillis de copeaux de bois sur le carton. Étalez-le uniformément sur une épaisseur de 3 pouces, 7,5 cm sur toute la surface de la plate-bande. N'utilisez pas de paillis teint. N'utilisez pas de paillis en caoutchouc. N'utilisez pas de pépites d'écorce. Le paillis de copeaux de bois standard, celui fabriqué à partir de bois entier déchiqueté comprenant l'écorce, le cambium et le duramen, est ce dont vous avez besoin. Il possède un profil spécifique de rétention d'humidité et d'alimentation microbienne que les pépites d'écorce et les produits teints ne peuvent pas reproduire. 3 pouces est le minimum. 4 pouces, c'est mieux. Au-delà de 5 pouces, les rendements sont décroissants pour la plupart des applications de jardinage. Appliquez vos 2 gallons d'eau lentement et directement à travers les ouvertures en X du carton, à la base de chaque site de plantation. Vous n'arrosez pas le paillis. Vous chargez le sous-sol, utilisez un filet d'eau lent, laissez l'eau s'absorber pendant 90 secondes à chaque ouverture avant de passer à la suivante. Vous voulez que l'humidité descende et non qu'elle s'accumule à la surface. C'est votre seul arrosage en profondeur. Pour la plupart des climats avec des précipitations moyennes, ce sera peut-être le dernier arrosage manuel dont vos plantes établies auront besoin pendant 2 à 3 semaines. Dans les 24 heures, la température du sol en surface sous la couche de paillis chutera de 8 à 12 degrés Fahrenheit, environ 4 à 6 degrés Celsius par rapport au sol exposé. Vous pouvez le vérifier avec un thermomètre de sol bon marché. Un sol de surface plus frais signifie une réduction spectaculaire des pertes par évaporation. Dans les 7 jours, l'activité des vers de terre augmentera visiblement dans la zone de sol ameubli. Ce n'est pas fortuit. Les galeries de vers de terre comptent parmi les structures capillaires les plus efficaces dans le sol du jardin. Chaque vers crée un tunnel vertical permanent à travers lequel l'eau peut voyager. Plus de vers signifie plus de mouvement d'humidité vers le haut. Dans les 30 jours, refaites votre test de pénétration du crayon du début de cette section. Dans les applications de terrain documentées de cette méthode, la profondeur du crayon passe d'une moyenne de 2,1 pouces à 5,8 pouces en 30 jours, sans labour, sans aucun amendement supplémentaire. La biologie fait le travail. Enfoncez votre crayon, mesurez la profondeur, notez-la à côté de votre premier chiffre. Cette différence, ces pouces supplémentaires de pénétration dans le sol, représente l'infrastructure capillaire restaurée.
Elles représentent des racines qui peuvent maintenant aller là où elles ne pouvaient pas aller auparavant. Elles représentent le système qui fonctionne. Ce que nous venons d'installer n'est pas une technique unique. C'est un système à 3 niveaux. Chaque niveau fonctionne indépendamment. Chaque niveau résout un problème différent. Et lorsque les trois fonctionnent simultanément, ils produisent des résultats qu'aucune approche à un seul niveau ne peut égaler. Laissez-moi vous expliquer chacun d'eux. Le premier niveau, c'est le mécanisme de l'eau souterraine. C'est la fondation de tout le système. C'est le ED de Genèse 2, le mouvement ascendant de l'humidité à travers une structure de sol intacte via l'action capillaire. Lorsque la porosité du sol est préservée, c'est-à-dire que les canaux microscopiques entre les particules de sol restent ouverts et connectés, l'eau en profondeur peut remonter vers la zone racinaire. Elle se déplace en réponse à un gradient d'humidité. La surface s'assèche. Le sous-sol est humide. L'eau se déplace vers la zone plus sèche, transportant avec elle des minéraux et des nutriments dissous. Les racines n'ont pas besoin de courir après l'eau lorsque l'eau se déplace déjà vers elles. La remontée capillaire dans un sol limoneux sain représente en moyenne 18 à 24 pouces, environ 45 à 60 cm, de mouvement vertical dans des conditions de surface sèche. Dans un limon sableux, ce chiffre tombe à environ 12 pouces, 30 cm. Dans un sol argileux avec une bonne structure, il peut dépasser 30 pouces, 60 cm. Cela signifie qu'un système racinaire fonctionnant à 10 ou 12 pouces de profondeur, ce qui est exactement la cible de l'architecture racinaire de Jérémie 17, se trouve directement à l'intérieur de la zone de distribution capillaire. Il ne cherche pas l'eau, il la reçoit. La fonction capillaire commence à se restaurer dans les 7 jours suivant l'étape d'ameublissement à la fourche. Le développement complet des canaux capillaires à travers la plate-bande prend 21 à 30 jours, car l'activité biologique continue d'ouvrir et de stabiliser la porosité. Le résultat est un système de distribution d'humidité autorégulé, fonctionnant 24 heures sur 24 sans intervention humaine. Pas de minuterie, pas de goutteur, pas de conduite sous pression. Le sol fournit de l'eau en continu tant qu'il existe des réserves d'humidité dans le sous-sol. Dans la plupart des climats tempérés avec des précipitations annuelles moyennes, ces réserves persistent pendant 2 à 3 semaines, sans aucune précipitation, avant qu'un arrosage supplémentaire ne devienne nécessaire. Le deuxième niveau est la couverture de surface. La couche de carton et de copeaux de bois n'est pas décorative. C'est un pare-vapeur combiné à un système biologique à libération lente. Un sol nu perd de l'humidité par 2 voies, l'évaporation directement depuis la surface et la transpiration par le feuillage des mauvaises herbes. Une couche de copeaux de bois de 3 pouces sur du carton élimine ces 2 voies simultanément. La couche de copeaux de bois modère également la température du sol. Chaque réduction de 10 degrés Fahrenheit de la température du sol en surface réduit les pertes par évaporation d'environ 30%. Une plate-bande bien paillée, plus fraîche de 10 à 15 degrés qu'un sol nu, perd donc 30% à 45% d'humidité en moins dans l'atmosphère chaque jour. Chaque jour, cette humidité reste dans le système. Elle reste disponible pour les racines. Les recherches de l'extension de l'Université du Tennessee ont mesuré la rétention d'humidité du sol dans des plates-bandes paillées par rapport à des plates-bandes non paillées sur une période estivale de 60 jours. Les plates-bandes paillées ont retenu en moyenne 2,3 pouces supplémentaires d'eau disponibles pour les plantes tout au long de la saison. Traduit en termes réels pour une plate-bande standard de 4 par 8 pieds, cela représente environ 46 gallons, environ 174 litres, d'eau qui sont restés dans la zone racinaire au lieu de s'évaporer. 46 gallons, retenus gratuitement. Les copeaux de bois contribuent également à une fonction secondaire en se décomposant. La matière des copeaux de bois en décomposition nourrit les réseaux fongiques, en particulier les champignons mycorhiziens, qui forment des partenariats symbiotiques avec les racines des plantes. Ces filaments fongiques, appelés hyphes, étendent la surface racinaire effective d'une seule plante de 200% à 700%. Ils atteignent des poches d'humidité auxquelles les racines ne peuvent pas accéder physiquement. Ils transportent cette humidité vers la plante. La réduction de l'évaporation de surface commence immédiatement après l'application du paillis. La modération de la température se stabilise dans les 24 à 48 heures. L'activation du réseau fongique commence dans les 14 jours
et s'accélère considérablement entre les jours 30 et 60, car la décomposition du carton fournit le carburant carboné pour la croissance fongique. Le résultat est une couche de conservation passive de l'humidité qui ne nécessite aucun entretien, aucun apport d'énergie et aucun coût après l'installation initiale. Elle est simplement là. Et elle fonctionne. Saison après saison, la couche de paillis en décomposition enrichit le sol en dessous, ce qui signifie que le système devient plus efficace avec le temps, et non l'inverse. Le troisième niveau est l'activation de la biologie du sol. C'est le niveau auquel la plupart des jardiniers modernes ne pensent jamais. Et c'est le niveau qui détermine si les deux autres atteignent leur plein potentiel. Un sol sain n'est pas de la saleté, c'est un écosystème vivant. Une cuillère à soupe de sol de jardin biologiquement actif contient plus d'organismes individuels qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Bactéries, champignons, protozoaires, nématodes, arthropodes, chacun jouant un rôle spécifique dans le mouvement, le stockage et la distribution de l'eau et des nutriments. Lorsque la biologie du sol est active, la structure du sol se construit d'elle-même. Les biofilms bactériens agrègent les particules de sol en grappes stables, appelées agrégats. Ces agrégats créent la porosité dont dépend le premier niveau pour le mouvement capillaire. Les réseaux fongiques créent le système étendu de distribution d'humidité qui multiplie l'efficacité du deuxième niveau. Les vers de terre créent des canaux verticaux qui accélèrent les deux processus. Activer la biologie. La biologie construit l'infrastructure. L'infrastructure fait fonctionner le système d'eau. C'est une machine qui s'assemble toute seule. Vous l'installez une fois, elle se construit d'elle-même. Une étude de 2020 publiée dans la revue Applied Soil Ecology a mesuré l'activité biologique dans des plates-bandes gérées avec un paillis organique de surface par rapport à des plates-bandes cultivées nues sur une seule saison de croissance. Les plates-bandes paillées ont montré une biomasse fongique 340% plus élevée, une activité bactérienne 218% plus élevée et une densité de vers de terre 4,7 fois supérieure à celle des témoins cultivés à la fin de la saison. 340%, 218%, 4,7 fois. Chacun de ces chiffres représente l'infrastructure que vos plantes utilisent pour collecter de l'eau que vous n'avez pas eu à fournir manuellement. L'activation biologique mesurable commence dans les 14 jours suivant l'installation du paillis. L'activité biologique maximale au cours de la première saison se produit généralement entre les jours 45 et 75. Dès la deuxième saison, une plate-bande gérée de cette manière est fonctionnellement méconnaissable par rapport à son état de départ. Plus sombre, plus meuble, vivante, chaque saison s'appuie sur la précédente. Les racines vont plus loin, les réseaux fongiques s'étendent, les canaux capillaires se multiplient, le système nécessite moins d'interventions humaines chaque année, pas plus. Ruth Calloway utilise ce système depuis 4 ans. La première année, elle a arrosé manuellement 6 fois pendant l'été. La quatrième année, elle a arrosé 2 fois. Même plate-bande, même plante, sol différent. Le sol a appris. Il y a une habitude d'arrosage qui est si courante, si universellement pratiquée, si profondément ancrée dans la culture du jardinage moderne, que la plupart des gens ne la remettent jamais en question. Elle détruit l'architecture de vos racines. Cette habitude est la suivante. Arroser peu, souvent et par le dessus. Une petite pulvérisation le matin, un autre passage le soir, peut-être 5 minutes sur le minuteur du tuyau, juste assez pour mouiller la surface, juste assez pour que tout reste vert. Cela donne l'impression d'être responsable. Cela donne l'impression d'être attentif. Cela ressemble à du bon jardinage. Ce n'est rien de tout cela. Voici exactement ce que cela fait à vos plantes. Les racines des plantes ne sont pas des structures passives. Elles ne poussent pas au hasard dans toutes les directions en espérant trouver de l'eau par accident. Ce sont des systèmes actifs et réactifs. Elles poussent vers l'humidité. Elles suivent des gradients. Elles construisent toute leur architecture autour des endroits où l'eau est présente de manière fiable dans la colonne de sol. Lorsque vous arrosez superficiellement et souvent, vous dites une chose au système racinaire. L'eau se trouve près de la surface. Les racines écoutent. Elles se concentrent dans les 5 à 8 premiers centimètres, 2 à 3 pouces du sol. Elles forment un tapis dense et superficiel, exactement là où vous avez apporté l'humidité. Elles cessent d'envoyer des racines exploratrices profondes vers le bas, car il n'y a aucun signal en dessous,
Aucun gradient d'humidité ne les attire plus loin. Aucune raison d'y investir de l'énergie. Ce processus porte un nom en physiologie végétale. Il s'appelle l'hydrotropisme, la croissance directionnelle des racines en réponse à l'humidité. Ce n'est pas un défaut de la plante, c'est une caractéristique. C'est un système élégant et efficace pour localiser l'eau dans les environnements naturels. Mais dans un jardin moderne avec une irrigation superficielle quotidienne, l'hydrotropisme devient un handicap. Vous avez habitué votre plante à être entièrement dépendante de vous. Une étude de 2018 de l'Université d'État du Kansas a mesuré le développement de la profondeur des racines de plants de poivrons sous 3 régimes d'irrigation sur une période de 60 jours. Le premier groupe a reçu un arrosage superficiel quotidien, environ 0,6 cm, 0,25 pouces, d'eau appliquée à la surface chaque jour. Le deuxième groupe a reçu un arrosage en profondeur tous les 7 jours, le même volume total d'eau délivré lentement et en profondeur une fois par semaine. Le troisième groupe n'a reçu aucune irrigation supplémentaire, s'appuyant entièrement sur la gestion de l'humidité souterraine à l'aide d'un paillis organique. Au 60e jour, les profondeurs moyennes des racines primaires étaient les suivantes. Groupe 1, 7,9 cm, 3,1 pouces. Groupe 2, 23,9 cm, 9,4 pouces. Groupe 3, 30 cm, 11,8 pouces. Même plante, même type de sol, même climat, même saison de croissance. Les plantes arrosées superficiellement tous les jours avaient déjà des racines moins d'un tiers aussi profondes que les plantes gérées par l'humidité souterraine. Elles avaient été effectivement confinées, par des soins quotidiens constants et bien intentionnés, à la zone la plus volatile, la plus sujette à l'évaporation et la plus dépendante des conditions météorologiques de tout le profil du sol. Un seul jour d'arrosage manqué lors d'un épisode de chaleur mettait ces plantes du groupe 1 en danger immédiat. Toutes leurs réserves d'eau se trouvaient dans un sol qui pouvait atteindre une sécheresse mortelle dans les 4 à 6 heures suivant le pic de chaleur de l'après-midi. Les plantes du groupe 3, pendant le même épisode de chaleur, n'ont subi aucune réponse de stress mesurable. Leurs racines fonctionnaient à 28 cm, 11 pouces sous la surface, totalement à l'abri des perturbations. Il ne s'agit pas seulement de la profondeur des racines. L'irrigation superficielle et fréquente modifie également la biologie du sol. L'eau appliquée à la surface de manière répétée sans pénétration profonde crée ce que les pédologues appellent une nappe d'humidité perchée, une zone de sol constamment humide reposant sur un sous-sol plus sec. Cette condition favorise sélectivement les bactéries anaérobies au détriment des organismes aérobies. Elle compacte la couche superficielle par des cycles répétés de mouillage et de séchage. Et elle détruit progressivement la structure des agrégats dont dépendent les canaux capillaires. En 2 saisons de croissance avec une irrigation superficielle quotidienne, le compactage de surface documenté augmente en moyenne de 40% dans les plates-bandes non protégées. L'acte même d'arroser ferme les canaux que l'eau doit emprunter. Vous arrosez jusqu'à créer un problème de sécheresse. Revenons un instant à Jérémie 17. L'arbre qui ne craint pas la sécheresse n'est pas décrit comme un arbre qui reçoit des pluies fréquentes. Il est décrit comme un arbre dont les racines se sont étendues vers la rivière, latéralement, profondément, vers une source d'eau stable et permanente. Le modèle biblique suppose l'initiative des racines. Il suppose une plante qui n'a jamais été conditionnée à attendre un apport en surface. Une plante dont l'architecture a été construite pour trouver l'eau et non pour la recevoir. L'arrosage superficiel et fréquent produit la plante opposée. Une plante qui attend. Une plante qui est perpétuellement dépendante. Une plante sans aucune capacité de survie au moment où l'attention humaine est interrompue. Cette interruption finit toujours par arriver. Vacances, maladie, panne d'équipement, restriction d'eau. Et quand cela se produit, la plante à racines superficielles n'a nulle part où aller. La plante à racines profondes ne s'en rend pas compte. La solution n'est pas compliquée, mais elle demande de la patience, car vous demandez aux racines de désapprendre une habitude. Et les racines, comme tous les systèmes biologiques, changent lentement. Arrêtez d'arroser tous les jours. Espacez vos intervalles. Forcez les racines à chercher. Si vous arrosez actuellement tous les jours, passez à tous les 3 jours pendant 2 semaines, puis tous les 5 jours pendant 2 semaines. Ensuite, tous les 7 à 10 jours, en arrosant profondément et lentement lorsque vous le faites. Chaque fois que vous retenez l'eau de surface,
Vous créez un gradient d'humidité vers le bas dans la colonne de sol. Les racines le suivent. Elles vont plus en profondeur. Elles trouvent la zone capillaire, elles trouvent l'humidité stable qui a toujours été là, attendant sous la couche d'évaporation, que votre arrosage quotidien les empêchait d'atteindre. Combiné au système à 3 niveaux, cette transition prend généralement 3 à 4 semaines. À la fin de celle-ci, vous avez une plante fondamentalement différente. Des racines plus profondes, une demande en eau plus faible, une tolérance à la sécheresse plus élevée, moins de travail pour vous, plus de résilience pour la plante. Mettons de vrais chiffres sur la table. Pas des estimations, pas des approximations. Les coûts réels documentés pour les deux systèmes, l'irrigation moderne contre la méthode biblique, calculée pour une plate-bande standard de 1,2 par 2,4 mètres, 4 par 8 pieds, sur une seule saison de croissance, puis projetée sur 5 ans. Parce que le chiffre sur 5 ans est celui qui clôt le débat. Un kit d'irrigation goutte à goutte de base pour une plate-bande de 1,2 par 2,4 mètres coûte entre 35 $ et 65 $ dans la plupart des quincailleries. Disons 45 $ comme chiffre moyen. Ce kit comprend des tuyaux à goutteur, un minuteur, des raccords et des piquets. Il n'inclut pas le régulateur de pression dont vous aurez probablement besoin. Ajoutez 12 $. Il n'inclut pas le filtre pour éviter le colmatage des gouteurs. Ajoutez 8 $. Une installation de base s'élève désormais à 65 $. Les gouteurs se bouchent, les tuyaux se fissurent sous l'exposition aux UV. Les minuteurs tombent en panne. Le coût moyen documenté de remplacement des composants d'un système goutte à goutte varie de 18 $ à 24 $ par saison pour une plate-bande de cette taille, selon les données des consommateurs compilées par la National Gardening Association en 2022. Disons 20 $ par saison en entretien et pièces de rechange. Coût de l'eau. Un système goutte à goutte fonctionnant 20 minutes par jour à une pression résidentielle standard délivre environ 113 litres, 30 gallons, par jour pour une plate-bande de cette taille. Sur une saison de croissance de 120 jours, cela représente 13 600 litres, 3 600 gallons. Au tarif résidentiel moyen national de l'eau aux États-Unis de 0,015 $ le gallon, cela représente 54 $ de coût d'eau par saison. Total de la première saison, 65 $ d'installation, plus 54 $ d'eau, plus 20 $ d'entretien. 139 $. De la deuxième à la cinquième année, 54 $ d'eau plus 20 $ d'entretien par an, 74 $ par an. Total sur 5 ans, 199 $ plus 296 $, 435 $. Et au bout de 5 ans, vous avez une infrastructure vieillissante qui nécessite un remplacement complet. Des tuyaux en plastique rendus cassants par l'exposition aux UV, des piles de minuteurs mortes, des gouteurs partiellement bouchés. Le système qui vous a coûté 435 $ vous demande maintenant 65 $ supplémentaires pour recommencer le cycle. Maintenant le système biblique. Coût des matériaux de la première année, carton, 0 $. Il vient de votre bac de recyclage. Paillis de copeaux de bois, un pied cube, environ 28 litres, 2,17 $ au prix de détail standard. Fourche à bêcher si vous n'en possédez pas déjà une, 22 $. Eau pour la charge profonde initiale, environ 7,5 litres, 2 gallons. Coût au tarif moyen national, 0,03 $. Total de la première année, 24,20 $. Et cela inclut la fourche. À partir de la deuxième année, la couche de carton doit être renouvelée une fois par saison, car elle se décompose complètement. Gratuit, depuis votre bac de recyclage. La couche de paillis de copeaux de bois doit être complétée d'environ 2,5 cm, 1 pouce par saison, car la couche inférieure se décompose en amendement pour le sol. Un demi-pied cube de paillis, 0,09 $. L'arrosage d'appoint dans un système à 3 niveaux pleinement établi sous un climat tempéré nécessite entre 4 et 8 arrosages manuels par saison. À 7,5 litres, 2 gallons, par arrosage, cela fait un maximum de 60 litres, 16 gallons, par saison. Coût, 0,24 $. Coût annuel de la deuxième à la cinquième année, 1,33 $. Total sur 5 ans, 24,20 $, plus 5,32 $, 29,52 $. La différence de coût sur 5 ans entre les deux systèmes est de 405,48 $. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. C'est un chiffre réel représentant de l'argent réel qui quitte votre foyer chaque saison de croissance
en échange d'un système qui dégrade simultanément votre sol et crée une dépendance permanente des racines de vos plantes. Les infrastructures d'irrigation modernes sont en plastique. L'exposition aux UV, les cycles de gel-dégel et les mouvements du sol dégradent continuellement les composants en plastique dès le jour où vous les installez. Le système goutte à goutte résidentiel moyen nécessite un remplacement complet tous les 5 à 7 ans, selon la documentation des fabricants. Le système biblique ne comporte aucun composant qui se dégrade négativement. Le carton se décompose en matière organique pour le sol. Les copeaux de bois se décomposent en nourriture fongique et en humus. La structure ameublie du sol ne régresse pas. Elle continue de s'améliorer à mesure que l'activité biologique se renforce chaque saison. Il n'y a pas d'obsolescence programmée dans ce système. Il n'y a pas de cycle de remplacement. Il n'y a pas de version 2.0 vers laquelle vous devez faire une mise à jour. Le système ne s'use pas. Il mûrit. Un système d'irrigation goutte à goutte installé aujourd'hui devra être entièrement remplacé avant que votre enfant n'obtienne son diplôme d'études secondaires. Une plate-bande gérée avec cette méthode aujourd'hui produira des racines plus profondes, un sol plus riche et une demande en eau plus faible dans 10 ans qu'elle ne le fait actuellement. Un système a une durée de vie, l'autre a une trajectoire. Il y a un dernier coût qui n'apparaît dans aucun tableur. Chaque composant d'un système d'irrigation moderne est un point de défaillance potentiel. Un goutteur bouché signifie une plante morte dont vous ignoriez qu'elle se mourait. Une pile de minuteurs qui s'épuise pendant la nuit signifie un arrosage manqué lors d'un épisode de chaleur. Un tuyau fissuré signifie que l'eau s'accumule au mauvais endroit et qu'une pourriture des racines se développe silencieusement sous la surface. Vous avez construit le système pour réduire votre charge de travail, mais vous avez aussi construit un système que vous devez surveiller, dépanner et réparer. Le système biblique n'a aucun composant, aucun point de défaillance, aucune exigence de surveillance. Il fonctionne grâce à la physique et à la biologie du sol, des mécanismes qui opèrent en continu depuis des milliers d'années sans supervision humaine. Le seul entretien qu'il vous demande est une couche de carton et un pouce de copeaux de bois une fois par saison. 1,09 $. C'est la facture d'entretien annuelle pour un système d'eau autorégulé construit à partir des instructions agricoles les plus anciennes jamais enregistrées. Il y a un verset dans le psaume 1 que la plupart des gens lisent comme de la poésie. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lisez-le encore une fois, mais cette fois, lisez-le comme un agronome. Un arbre planté près d'un courant d'eau ne dépend pas de la pluie. Il ne dépend pas des calendriers d'irrigation. Il ne dépend pas de minuteurs, de goutteurs, de régulateurs de pression ou de tout autre système qui peut tomber en panne un mardi après-midi d'août lorsque la température atteint 36 degrés, 97 degrés Fahrenheit. Il dépend de sa proximité avec une source d'eau stable et de racines suffisamment profondes pour l'atteindre. C'est tout le système que nous avons construit aujourd'hui. Vous comprenez que Genèse 2 décrit un véritable mécanisme hydrologique, le mouvement capillaire ascendant de l'humidité du sous-sol, que la science moderne des sols a passé des décennies à mesurer et à confirmer. Vous comprenez que Jérémie 17 est une description précise de l'architecture racinaire, latérale, profonde, s'étendant vers une eau stable, que les physiologistes végétaux reconnaissent aujourd'hui comme le principal facteur prédictif de survie à la sécheresse pour n'importe quelle espèce. Vous comprenez que Ruth Calloway, 61 ans, institutrice à la retraite dans le Tennessee rural, fait pousser des racines de tomates à 35 cm, 14 pouces, de profondeur avec un budget matériel annuel de 2 $, parce qu'elle a compris quelque chose qu'on n'a jamais dit à la plupart des jardiniers modernes. Le sol veut arroser vos plantes. Votre seul travail est d'arrêter de l'en empêcher. Voici ce qui me frappe le plus dans cette méthode. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas innovante. Elle n'est pas le produit d'un laboratoire, d'une start-up ou d'un programme de vulgarisation universitaire. Elle est ancienne, profondément ancienne, plus ancienne que n'importe quelle institution agricole actuellement en activité sur Terre. Et pourtant, elle les surpasse. Les anciens observateurs qui ont consigné ces principes n'avaient pas de spectromètre de sol ni de revue à comité de lecture. Ils avaient des yeux, ils avaient de la patience, ils avaient des générations d'attention minutieuse à ce que faisait la Terre. Et pourquoi?
Ils ont observé que les arbres plantés près des rivières survivaient aux sécheresses qui tuaient tout le reste. Ils ont remarqué que la terre non perturbée par la main de l'homme restait meuble et vivante plus longtemps que la terre travaillée. Ils ont consigné ce qu'ils voyaient sur le support le plus durable à leur disposition. Et nous l'avons rejeté comme étant une métaphore. Ce n'a jamais été une métaphore. C'était des notes de terrain. La méthode à 2 $ fonctionne parce qu'elle s'aligne sur la façon dont le sol fonctionne réellement. Non pas sur la façon dont nous imaginons qu'il devrait fonctionner, non pas sur la façon dont il est le plus pratique pour nous de le gérer, mais sur la façon dont il déplace réellement l'eau, construit sa structure et maintient la vie dans des conditions qui détruiraient un système fondé sur la dépendance à la surface. Chaque principe de cette vidéo existait avant le jardinage moderne, avant les tuyaux d'irrigation en plastique, avant les minuteurs numériques, avant toute l'industrie des infrastructures qui vous facture aujourd'hui 435 $ sur 5 ans pour s'approcher de ce qu'une couche de carton et de copeaux de bois fait pour 29 $. Les écritures n'avaient pas besoin d'être mises à jour. Le sol n'avait pas besoin d'être amélioré. Nous avions besoin d'être plus attentifs. Si vous avez fait le test du crayon aujourd'hui, écrivez votre profondeur de départ dans les commentaires ci-dessous. Un seul chiffre, c'est tout. Votre type de sol, si vous le connaissez, argileux, limoneux, sablonneux, c'est encore mieux. Dans 30 jours, refaites le test. Revenez et postez votre deuxième chiffre. Cette différence, ces centimètres de pénétration supplémentaires, c'est l'infrastructure capillaire restaurée. C'est un progrès mesurable vers un système racinaire qui n'a plus besoin de vous comme avant. Si cette vidéo a changé quelque chose pour vous, si elle a modifié votre façon de penser à ce que fait l'eau dans votre sol et à l'endroit où vivent réellement vos racines, partagez-la avec une personne qui jardine. Pas pour promouvoir une chaîne, parce que l'information est utile et que la plupart des jardiniers ne l'ont jamais entendu formuler de cette façon. Et si vous voulez voir la prochaine étape, comment identifier votre type de sol spécifique et calibrer ce système précisément en fonction de vos conditions locales, de vos régimes de précipitation, de votre zone de plantation, abonnez-vous. Cette vidéo est déjà en cours de production. Une dernière pensée avant de partir. L'arbre du psaume 1 ne s'efforce pas. Il ne lutte pas. Il ne nécessite pas d'intervention constante pour produire du fruit en sa saison. Il est simplement planté au bon endroit, avec des racines qui s'étendent vers la bonne source. C'est le but. Pour votre jardin, et peut-être pour quelques autres choses aussi, allez vérifier votre sol.